Bonjour à tous, camarades et citoyens. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question du clivage gauche-droite, sa pertinence et savoir si on peut, au clivage gauche-droite, proposer des alternatives. Je ne suis pas quelqu'un qui suis complètement contre le clivage gauche-droite. Ça indique plutôt une direction dans l'histoire en général, vers un sens de l'histoire, la gauche, la droite. Voilà, sur un certain nombre de questions, on situe les choses à gauche ou à droite. Bon. Mais ça reste très caricatural. On ne peut pas diviser en deux des questions politiques complexes qui tortent sur le plan de la culture, de l'économie, des institutions, du droit, d'un certain nombre de questions extrêmement variées et multiples. On ne peut pas les réduire à simplement deux catégories qui sont gauche et droite. Si on fait la même chose, si on confond un marxiste-léniniste à gauche avec un trotskiste ou un conseilliste ou un social-démocrate ou un démocrate socialiste, un social-libéral, un anarchiste, un anarcho-communiste plateformiste, un anarcho-communiste synthésiste, anarcho-syndicaliste, enfin, et j'en passe, hein, ou si à droite on confond un royaliste, un fasciste, un gaulliste avec un libéral classique, un libertarien, un néolibéral, enfin, si on mélange tous ces tambouilles d'idéologies très différentes les unes des autres, à gauche et à droite, sans oublier par exemple à gauche le socialisme d'État, voilà, puisqu'on a parlé de ces anards, voilà. On va bien parler de l'inverse, hein. Eh bien, on doit pouvoir comprendre que il est très difficile, trop réducteur de placer simplement les gens dans des catégories gauche et droite, alors qu'une pensée politique est beaucoup plus complexe. Néanmoins, on est plutôt enclin à faire vouloir simplifier les choses, faire des clivages assez généraux. Je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent en termes de finesse d'analyse, de nuances, mais aussi de clarté, de nuances, de clarté et de finesse d'analyse, de précision, de, de remplacer, dans la mesure du possible, ce n'est pas un abandon du clivage gauche-droite, loin de là, c'est une précision, on va dire, c'est un autre outil intellectuel, un autre outil qui est celui de remplacer le clivage gauche-droite par une triangulation. Cette triangulation, c'est de remplacer clivage gauche-droite par trois autres catégories qui sont socialisme, libéralisme et conservatisme. La partie ne se joue plus à 2, mais à 3. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc le socialisme, ça comprend tout ce qui concerne les milieux populaires, le monde du travail comme catégorie. La question de la défense des travailleurs, des pauvres, du peuple au sens sociologique, social du terme, au sens de la catégorie sociologique, au sens voilà, de la classe sociale, très clairement. Euh, donc le prolétariat, la bourgeoisie, c'est vraiment dans cette conception-là, de cette conception de classe, de défendre les prolos, le socialisme. Que ça soit le réformiste ou le révolutionnaire. On y met autant le communiste que le social-démocrate, hein, dans le socialiste, comme catégorie, hein. Ensuite, libéral. Donc libéral, lui, qui défend une vision particulière de la liberté individuelle, mais qui défend derrière surtout la liberté des marchés,
En fait, c'est c'est un peu l'argument de vente, hein, la liberté individuelle, étant donné que certaines libertés sont en contradiction, et en l'occurrence celle du bourgeois des prolos, selon sa classe, ils n'ont pas la même moyen d'action. La liberté des droits et la liberté réelle, il y a des contradictions entre les deux. La liberté des droits et la liberté réelle. Et le conservatisme qui, lui, prône plus une approche attachée aux traditions et peut se heurter, chez les libéraux, à la liberté individuelle et même à la liberté du marché, parce qu'il y a une conception assez paternaliste qui s'oppose au libéralisme sauvage. On peut parler de capitalisme à papa, de capitalisme national, de capitalisme de connivence, le, le tout étant d'avoir une analyse beaucoup plus fine. On voit bien que les libéraux dominent beaucoup, mais pourtant sont pas forcément les plus populaires. Enfin, c'est vraiment un milieu bourgeois. Mais qu'il y a cette division au sein du prolo, entre des gens qui sont très au sein du prolétariat, entre des gens qui sont socialistes et des gens qui sont nationaux ou qui sont conservateurs ou conservatrices pour les femmes, par eh bien parce qu'ils sentent que le monde bouge, mais ils ont peur. Ils ont peur de certains changements de société, de mœurs, et il faut comprendre que du point de vue du capitalisme, ces changements de mœurs peuvent être récupérés par le marché, donc par les libéraux. Et qu'il y a des éléments au sein de ces conservateurs, d'individus qui ne sont pas forcément spécialement pour le capitalisme. Mais ils le soutiennent malgré eux, parce qu'ils n'ont pas confiance envers des socialistes qui ne sont pas assez antilibéraux. Il y en a qui se prétendent sur le plan économique antilibéraux, mais qui le sont assez peu, parce qu'on a peur à gauche de parler de nation. La question, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est qu'il y a une façon de gauche de parler de la nation, qui n'a rien à voir avec la façon de droite. Et que cette façon de gauche de parler de la nation, on parle au sens politique, économique, mais pas au sens culturel. Et que cette façon, et qu'on doit parler de la nation de cette façon-là. C'est relativement ce qu'on peut faire dans l'histoire de la gauche. Parler de la souveraineté. La souveraineté de l'État-nation, sans tomber dans un truc social, chauvin tout court. Seulement, le fait qu'on ait une gauche qui a abandonné le socialisme parce qu'elle a abandonné les nations, faisons pas jeu de mots là-dessus, pose problème. Parce que on doit faire les choses à une échelle. Le socialisme, je veux bien, c'est très bien, je veux comme tout bon communiste, je veux le faire à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, que tout le monde soit heureux, tout ça. Mais d'abord, il faut agir là où on peut. Là où on peut, et en l'occurrence, dans une nation, on possède les mêmes lois, la même langue, plus ou moins les mêmes lois, la même langue, un certain nombre de repères qui permettent d'agir politiquement dans un sens, de façon beaucoup plus facile que dans un pays, par exemple, où on ne connaît pas la langue, ou les habitudes sociales, ou les usages de la loi, ou la vie, ou la vie économique du pays, les vies économiques et sociales du pays. Tous les pays n'ont pas les mêmes protections sociales. Bon. Si on prend par exemple les différences entre la France et le Québec, euh, ou la France et le Canada, certes au Québec ils ont la même langue, mais la situation économique et sociale, sur bien des aspects, n'est pas la même. Je passerai sur les expressions québécoises sur lesquelles, ou les habitudes de vie québécoises qui sont peut-être pas les mêmes qu'en France, et donc du coup pour faire le lien avec autrui, le lien social, non c'est pas impossible, mais c'est plus, on peut toujours avoir des malentendus
parce qu'on comprend pas vraiment ce que la personne dit en face du fait de certaines expressions typiques. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais imaginez à plus grande échelle les bévues. Et en plus, ça demande ça demande du temps d'apprendre ce genre de choses, les habitudes particulières, la langue particulière d'un pays. Et donc, du coup, la question de la nation se pose en fait purement du point de vue du contexte propre à un pays, à son économie, à ses institutions, à sa langue, à sa juridiction, à sa situation sociale en général, oui, enfin, à un certain nombre de valeurs aussi, hein. Par exemple, la France est le pays de la laïcité et de l'universalisme républicain. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Angleterre ou les États-Unis de ce côté-là. Euh, on n'a pas grand-chose à voir sur le plan des mœurs avec la Pologne, qui est un pays où le niveau de comportement réactionnaire, qui est extrêmement réactionnaire sur le plan, si on prend le fait de l'emprise de l'Église catholique, on peut prendre au niveau le fait qu'il y a quand même pas mal d'anticommunisme dans ce pays-là, donc voilà, c'est un peu plus compliqué de faire avancer des idées marxistes en Pologne, euh, étant donné le passé propre à ce pays, hein, et aujourd'hui ce qu'on trouve de mouvements d'extrême droite en Pologne. Mais voilà, il faut prendre en compte ce genre de choses. Évidemment, on n'est pas conservateurs, nous socialistes. Mais on ne pas oublier de pas être libéral. En fait, le truc, c'est qu'on va cracher sur les conservateurs, et en faisant ça, on risque de s'allier aux libéraux, de s'aligner sur des positions libérales. Et les positions libérales sur le plan économique, bon, c'est pas vraiment ce qui est le plus favorable aux prolos. Et par ailleurs, par ailleurs, bon, c'est vrai qu'on peut être d'accord avec les libéraux contre les conservateurs, mais aussi avec les conservateurs contre les libéraux. Ah, donc, la question qui se pose, oui, c'est qu'est-ce qu'on trouve. Ah oui, je disais, qu'est-ce qu'on trouve parmi les libéraux, qu'est-ce qu'on trouve parmi les conservateurs. Bon, parmi les libéraux, on trouve des anarchistes, on trouve des libéraux, ben, des libéraux classiques, des néolibéraux, des libertariens, quel droit tarder, eux. Vraiment, ça, c'est vraiment le truc de. On va résumer tout par la liberté, même les actes les plus répréhensibles, et par des contrats, les libertariens. Les minarchistes qui, eux, souhaitent un État minimal, c'est-à-dire police, justice, armée, seule fonction de l'État. Si vous imaginez le niveau de libéralisme qu'il faut pour ça. Hein. Parmi les conservatos, on trouve autant des trucs à peu près sains comme un paternalisme gaulien, les conservateurs paternalistes, voilà, une forme de nationalisme civique assez républicain qui s'explique par les errances propres de la personnalité de Gaulle, qui a un parcours particulier au sein de la droite. Euh, on trouve tout autant les libéraux, non, les libéraux conservateurs, j'allais dire. Oui, il y a des libéraux qui le sont moins que d'autres. Bon. On trouve autant des nationaux très virulents, hein, pas toujours sympathiques. On trouve des royalistes, avec toutes les nuances possibles, hein. Il y en a même qui sont plutôt pour un système relativement démocratique, ou démocratique, mais avec une figure obsolète qui est celle d'une monarchie. Il y en a qui sont carrément fachos, hein, des royalistes, c'est au choix, hein, ce genre de truc. Ça, bon, il y a quand même une tendance au corporatisme qui pose problème. Ils y voient un truc social, mais c'est du bidon. Il y a les fachos, bon, il y a il y a de tout. Il y a aussi des gens qui sont complètement paumés. Donc il y a des néo-bonapartistes, il y a de tout. Euh, J'imagine que j'ai pas fait la liste exhaustive, hein, pour les différents aspects idéologiques. Ah oui, il y a aussi des anarcho-conservateurs, hein, ça existe.
Il existe des idéologies syncrétiques de type anarcho-royaliste, anarcho-conservateur. C'est bizarre, mais il existe vraiment des idéologies bizarres, qui sont des mélanges un peu de ces branches-là, hein, à divers degrés. Euh, je viens de citer, hein, voilà. Oui, par exemple, on peut très bien qualifier un social-libéral comme un anarcho-syndicaliste, enfin comme un anarcho-communiste, de mélange entre socialisme et libéralisme, puisque dans le libéralisme, il y a une méfiance vis-à-vis de l'État, une volonté de limiter l'État, voire vouloir s'en passer. L'État comme ennemi de la liberté. On trouve ça chez les anarchistes. Et chez les sociolibéraux, il y a faudrait un équilibre, en faire un truc social, mais en même temps pas déranger le marché parce que ça serait totalitaire. Ils ont vraiment ça en commun, la haine de ce qu'ils appellent le collectivisme d'État, les sociolibéraux et les anards, les anarchistes de gauche. Ils sont libéraux dans les deux cas. Ils sont libéraux. Les... Ce qui fait la différence entre sociodémocrates et sociolibéraux, c'est que bon, il n'y a pas vraiment de haine de l'État-nation à ce point-là chez les sociodémocrates. En l'occurrence, je place la ligne entre sociodémocrates et sociolibéraux sur la question de l'Union européenne. Tu veux sortir de l'Union européenne, qui est une zone de libre-échange, mais tu n'es pas anticapitaliste, mais de gauche, on va dire, sur le plan économique et social, avec des réformes, bon, tu es social-démocrate. Autrement, si tu veux rester dans l'Union européenne, tu es social-libéral. Bon, on a fait un point assez exhaustif sur ces branches-là, enfin relativement exhaustif, mais j'imagine qu'il y a plein de sujets que je n'ai pas traités sur le. Mais voilà, l'idée c'est que on a parlé d'un clivage gauche-droite qui était assez réducteur, et je souhaite qu'on considère que la partie se joue à 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez que votre gauche, au sens propre du terme, elle ne pourrisse pas dans un truc libéral avec les sociolibéraux, avec les européistes, avec qu'on ait une gauche souverainiste, qu'on ait une gauche qui reprenne le contrôle de l'économie, euh, qui fasse vraiment des choses au niveau social. Il faut rejeter le libéralisme, hein, il faut rejeter ce qu'il implique d'individualiste dans les mœurs. Je ne dis pas que l'individualisme dans les mœurs c'est mauvais partout, mais je dis qu'il faut se méfier lorsque il amène à du libéralisme de marché, quand il l'amène à du marketing. Il y a plein de petites causes qui se font de la liberté, qui finissent en licence parce que ça devient un truc commercial. Euh, Ça devient un business, et bon. La publicité, c'est pas vraiment ce qui appelle à amener à l'esprit critique. Et de notre côté, nous sommes anti-conservateurs, mais pas dans un progressisme libéral, mais dans un progressisme socialiste, un progressisme républicain, dans un truc structuré, au service du peuple, hein, qui doit se baser sur une pensée matérialiste et universaliste. Euh, Pas un truc libéral communautaire à l'anglo-saxon. Le progressisme. Les conservateurs et les libéraux ont des positions antinomiques sur un certain nombre de points. Et plutôt que s'aligner systématiquement sur les libéraux ou sur les conservateurs, nous devons savoir jouer des contradictions entre les deux. Les capitalistes auront souvent une division entre libéraux et conservateurs. Profitons-en, laissons-les se diviser. Faisons en sorte qu'ils se divisent. On a tout intérêt à ce qu'ils se divisent, les libéraux et les conservateurs. Qu'ils se divisent en multitude, qu'ils se divisent entre eux, qu'ils se bouffent le nez. Euh, et pour cela, il faut qu'on ait une gauche qui ait du recul, qu'on ait une gauche socialiste au sens originel, au sens
au sens réel du terme. Et donc, du coup, qu'elle soit à sa fois contre les libéraux et contre les conservateurs. Mais qu'elle le fasse de façon pragmatique et en réfléchissant à quels sont nos intérêts de classe dans l'affaire. Et on peut s'allier avec des libéraux contre des conservateurs et des conservateurs contre les libéraux. Euh, mais il faut essayer de voir quel est l'équilibre qui se joue entre eux, comment on les amène à ces deux formes de capitalisme à se battre entre eux, et comment on peut tirer les meilleures parties du jeu. Et entre les nationaux conservateurs et les libéraux libertaires, nous devons être capables d'avoir notre propre ligne, en fait. Ligne gauche radicale, extrême gauche, comme vous voulez, qui soit une ligne rouge, qui se fasse dans le sens du monde du travail. Une ligne bien ferme, qui permette d'éviter toutes les dérives qui aillent dans le sens des réacs et des libéraux à la fois. En fait, il faut vraiment savoir jouer des contradictions. C'est malheureux qu'aujourd'hui, on n'ait pas de gens qui savent se jouer de façon assez fine sur ces contradictions entre libéraux et conservateurs, qui sont nos adversaires, qui ne comprennent pas qu'on a chez nous, au final, des libéraux et des conservateurs. Bon, on a les vieux staliniens qui veulent le parti unique, hein, bon, c'est peut-être plutôt un conservateur. On a peut-être plutôt la vision internationaliste abstraite qui limite son frontérisme du trotskisme, qui se rapproche dangereusement du libéralisme sur cet aspect. Les anarchistes n'en parlons pas, ils sont entièrement libéraux au fond, hein, par leur refus de l'État, qui est un instrument de régulation essentiel quant au capitalisme mondialisé tel qu'il existe aujourd'hui, et qui de toute façon ne proposeront pas de structure globale, démocratique à large échelle pour améliorer les choses, mais de fait sessionner dans une petite communauté, voilà, enfin, ce qui est réactionnaire, c'est du tribalisme. Eh ben, on ne se méfie pas de cette opposition-là entre libéraux et conservateurs, quand on est socialiste, au sens large, hein, j'inclus les communistes et les sociodémocrates. Euh, et donc, il faut savoir jouer sur ces trois points-là, voir ces trois pôles-là. Et en fait, toute personne qui défend l'un de ces pôles a tout à fait intérêt à comprendre qu'il y a cette triangulation-là qui se joue. On peut envisager que dans un système communiste, socialiste, communiste, on s'est débarrassé du capitalisme, il joue une triangulation, mais selon des perspectives différentes, hein. Bon, elles seront ce serait plus vraiment tout à fait la même chose. Il y aurait plus parce qu'on aurait viré la bourgeoisie. Donc, parce qu'on vire la bourgeoisie, les enjeux sont pas les mêmes. Mais on peut très bien imaginer en différentes visions du socialisme, une plus basée sur les nationalisations, l'autre plus sur les coopératives, l'autre sur un équilibre entre les deux, ou je sais pas, enfin, ou sur une multitude de sujets. Qui sait, hein, il se jouerait des choses. Ou un clivage sur d'autres sujets, hein. Mais les contradictions, ça joue pas forcément qu'à deux, ça peut jouer à trois même. Euh, En fait, il faudrait arrêter la binarité. Non, je ris souvent je, je vois pas vraiment ce que ça a à foutre en politique, les non-binaires, mais euh, en fait, il faudrait une politique non-binaire, mais pour être trinaire, en fait, pour une triangulation idéologique. Et là, on aurait compris comment se joue le jeu, en fait, plutôt que le clivage gauche-droite. Voilà. Bon, en attendant, prenez soin de vous, camarades et citoyens. Raison, égalité, nous vaincrons.